sommaire de cette édition, au Nigeria, 37 pêcheurs ont été tués dans une attaque armée dans le nord-ouest du pays. Au Sénégal, l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré aux mains de la justice. Et enfin en Allemagne, 8 morts enregistrés dans une fusillade à Hambourg perpétrée ce jeudi dans une église des témoins de Jéhovah. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Direction le Sénégal où l'ex-premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré a été placé en garde à vue ce jeudi à l'origine des déboires judiciaires du président du mouvement Démocratie et République. Une lettre ouverte dans laquelle il demande des comptes au président Macky Sall sur un hypothétique don de près de 8 milliards à la leader française d'extrême droite, Marine Le Pen, lors de son passage à Dakar en janvier 2023. On fait le point dans ce reportage. L'ancien Premier ministre sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré a été placé jeudi en garde à vue à Dakar pour avoir demandé dans une lettre ouverte des réponses au président Macky Sall sur un don financier à Marine Le Pen, sans la nommer. L'ancien ministre du Budget voulait savoir si la responsable du Rassemblement national avait ou non reçu une somme de 12 millions d'euros lors de son séjour au Sénégal en janvier dernier. L'homme politique a également demandé au président sénégalais s'il est dans la logique du report de l'élection présidentielle de 2024. Cette lettre ouverte a été reprise en boucle par les médias locaux et déclenché la colère du pouvoir. Dans un communiqué paru mardi, les autorités rejettent et condamnent ce qu'elles qualifient d'insinuation lâche et sans fondement. Accusé de museler l'opposition, le gouvernement invoque une juste application de la loi. Le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou est à Rome, en Italie, où il doit rencontrer son homologue italienne Giorgia Meloni. Il s'agit pour le leader de la coalition de droite au pouvoir en Israël de plaider pour une reconnaissance par Rome de Jérusalem en tant que capitale de l'État hébreu. Retour sur les enjeux de cette visite avec la rédaction de I24 News. À l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, Benjamin Netanyahou et sa femme descendent d'un hélicoptère de police. Un vol jusqu'à la piste d'atterrissage pour éviter les manifestants. Prochaine étape, l'aéroport de Rome. Le Premier ministre se rend en Italie pour une visite de 3 jours durant laquelle il rencontrera son homologue Giorgia Meloni. Au programme, des discussions sur les liens économiques entre Israël et l'Italie et la possibilité de fournir le pays en gaz israélien. En plus, le Premier ministre israélien a déclaré au journal italien La Repubblica qu'il espérait convaincre son homologue de déplacer l'ambassade italienne à Jérusalem. Je crois que le moment est venu pour Rome de reconnaître Jérusalem comme la capitale ancestrale du peuple juif depuis 3000 ans, comme l'ont fait les États-Unis dans un geste de grande amitié. La principale rencontre entre Benjamin Netanyahou et Giorgia Meloni aura lieu vendredi et devrait durer 45 minutes. Ensuite, le Premier ministre israélien rencontrera les associations de la communauté juive locale. Ces associations avaient d'ailleurs déjà rencontré la chef d'État italienne en novembre dernier. Lors de cette rencontre, elle avait insisté sur l'importance de la communauté juive pour l'identité italienne et européenne et s'était engagée à combattre l'antisémitisme. On met le cap sur le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie, où a eu lieu mardi une descente des forces israéliennes. Les commandos de Tsahal y étaient pour neutraliser les assassins des frères Yaniv tués le 26 février dernier, au passage de leur véhicule dans la ville arabe de Ouara. Le film de l'intervention dans cet élément rapporté par I24 News. Scène de combat à Jénine. Des forces spéciales de la police, le Yamam, comparable au GIGN français, épaulés par les services intérieurs du Shabak, encerclent la maison où sont retranchés les terroristes. S'engage alors un combat intensif, pratiquement à bout portant. Plus tôt dans la journée, les services de renseignement reçoivent des informations précises sur l'endroit où se trouvent les terroristes, en plein cœur du camp de réfugiés de Jénine. Les forces israéliennes, composées de plusieurs unités, arrivent, selon les Palestiniens, dans ce camion. Une fois la bâtisse encerclée, les soldats appellent à l'aide de haut-parleurs les terroristes à la reddition.
De très nombreux hommes armés palestiniens essayent de porter main forte à leurs camarades terroristes afin de gêner les forces israéliennes. Dans le ciel, des hélicoptères de combat survolent la zone. Alors que les hommes armés refusent de se rendre, l'un d'eux diffuse un message de détresse sur les réseaux sociaux palestiniens. شباب احنا محاصرين بالدار القوات الخاصة تقريبا بكل المنطقة حوالين الدار هي بقصفوا علينا قاعدين احنا ان شاء الله لاخر نفس ادعونا امان ادعونا. Les soldats israéliens tirent plusieurs missiles anti-chars sur la maison. Les 4 terroristes présents sur les lieux sont tués. Parmi eux, l'homme ayant froidement assassiné les 2 frères Yegev et Hillel Yaniv à Hawara la semaine dernière. Ce terroriste était la cible principale de cette opération menée en plein jour, ainsi que l'arrestation de ses 2 complices l'ayant aidé dans sa fuite, ses 2 fils. En parallèle à l'opération de Jenin, d'autres forces ont opéré à Naplouse, où ces derniers s'étaient cachés. Ils se sont rendus sans condition et ont été emmenés pour interrogatoire par le Shabak. Les combats ont duré plus de 2 heures, durant lesquelles 7 terroristes palestiniens ont été abattus. 2 combattants du Yamam ont été blessés légèrement pour l'un et plus sérieusement pour l'autre dans les échanges de tirs et ont été évacués vers l'hôpital. Cette opération prouve une fois encore que nous pouvons trouver et éliminer ces terroristes où qu'ils soient et n'importe quand. Aujourd'hui, nous avons réussi à mener à bien une opération en plein cœur de la Casbah de Jenin et c'est tout à la gloire de nos forces de sécurité. Les parents des 2 frères Yegev et Hillel ont été prévenus des résultats de l'opération par les services intérieurs. Nos forces courageuses ont encore une fois opéré de façon chirurgicale au cœur de la cachette des assassins. Je les félicite et envoie mes vœux de bon rétablissement à nos blessés. La tension est à son comble. 64 Palestiniens ont été abattus, dont la grande majorité les armes à la main, depuis le début de l'année par Tsahal. Les menaces de représailles proviennent de la Judée-Samarie, mais aussi et sans surprise de Gaza. La nuit dernière, une roquette a été tirée depuis l'entité palestinienne sur Israël. Et en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a vivement condamné ce jeudi la série de frappes russes perpétrées sur l'ensemble de son territoire plus tôt dans la journée. Au moins 6 morts ont été recensés dans les bombardements. On regarde. Le président ukrainien a déclaré ce jeudi soir que peu importe la perfidie des actions de la Russie, notre État et notre peuple ne seront pas enchaînés. Volodymyr Zelensky a fait cette déclaration suite aux nouvelles frappes massives russes qui ont provoqué une vague de coupures d'électricité, notamment à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Це критична ситуація. І Росія йде свідомо на створення таких критичних ситуацій на наших атомних об'єктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світу. Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a lui estimé que les frappes sur la centrale de Zaporizhzhia étaient une grave violation de la sécurité nucléaire. Zaporizhzhia is the biggest nuclear power plant in Europe, the biggest in Europe, and Russia is putting in danger the entirety of our joint European continent, Russia included. Dans le secteur de Bakhmout, la Russie redouble ses efforts pour en prendre le contrôle. Le gouvernement ukrainien continue, lui, d'envoyer des renforts pour ne pas voir la ville symbole tomber. Au Nigeria, 37 pêcheurs ont été tués dans une attaque armée dans le nord-ouest du pays. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi. Beaucoup soupçonnent Boko Haram d'être à l'origine de cette tuerie. Une douzaine de soldats supposés appartenir à Boko Haram ont ouvert le feu sur un groupe de pêcheurs à la sortie du village de Gogo, dans le nord-est du Nigeria, mercredi soir. La fusillade aurait fait 37 morts, selon les sources miliciennes. En vérité, nous sommes fatigués de cette situation qui dure depuis plus de 10 ans. Le gouvernement devrait soit les éradiquer, soit appeler les parties concernées et négocier la paix avec elles. Les pêcheurs étaient en train de trier leur butin journalier au bord de la rivière lorsqu'ils ont été attaqués. Ni l'armée ni les autorités locales n'ont commenté l'embuscade.
Lorsque vous voyez quelqu'un dans une telle situation, ce n'est pas qu'il veut être dans cette situation, mais plutôt qu'il s'y est retrouvé. Personne ne risquera sa vie, mais certains peuvent risquer la leur parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'y aller malgré le risque, car c'est le seul moyen pour eux de gagner leur vie. Depuis le début de l'insurrection en 2009, au moins 40 000 personnes ont été tuées et plus de 2 millions ont été déplacés de leur domicile, selon l'ONU. Et pour être plus complet avec l'actualité au Nigeria, disons que 6 personnes ont été tuées ce jeudi à Lagos dans une collision entre un train et un bus. 70 blessés, dont certains cas graves, sont également recensés. Et plus de précisions dans cet élément. Une collision entre un train et un bus, ça fait au moins 6 morts jeudi à Lagos au Nigeria. Un bilan qui pourrait s'alourdir, les autorités dénombrant plus de 70 blessés, dont plusieurs dans un état critique. Selon les premières constatations sur place, le chauffeur du bus se serait engagé sur la voie ferroviaire en dépit d'un signal d'interdiction. Au Gabon, le bilan du naufrage d'un mini-ferry quittant Port-Gentil pour Libreville pourrait s'alourdir. L'accident survenu ce jeudi a fait au moins 2 morts parmi les 151 passagers. 28 autres personnes sont portées disparues. Reportage. Au Gabon, le naufrage d'un mini-ferry quittant Libreville en direction de Port-Gentil dans la province d'Ogooué-Maritime a fait au moins 2 morts jeudi. Selon un fonctionnaire du port, 28 des 151 passagers sont actuellement portés disparus. Le sinistre serait dû à une voie d'eau signalée par l'équipage entre 3h et 4h du matin qui aurait entraîné la perte de contrôle du bateau. À l'embarcadère du port Molle, d'où est parti le bateau, 6 ambulances ont été alignées sur le quai, aux côtés d'un camion de pompiers où les rescapés ont été directement conduits pour recevoir les premiers soins. 121 personnes ont été secourues par les autorités, a indiqué le ministre des Transports, Éric Joël Bécalé. Le Premier ministre Alain-Claude Bilibi-Nze et le ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata se sont rendus sur les lieux. Selon les familles présentes, une cellule de crise a été mise en place jeudi matin. Autre actualité sécuritaire en Afrique, le massacre d'au moins 40 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo et près de la frontière avec l'Ouganda. Ce raid serait attribué aux rebelles islamistes de l'Alliance des forces démocratiques, l'AFD, qui sévit dans la région depuis plusieurs années. En Allemagne, 8 morts, c'est le bilan de la tuerie perpétrée ce jeudi dans une église des témoins de Jéhovah à Hambourg. Parmi les victimes, l'auteur du massacre. Reportage. L'Allemagne sous le choc après la fusillade de jeudi soir dans un centre de témoins de Jéhovah à Hambourg. Les premiers coups de feu ont été tirés vers 21h selon la police. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment, mais plusieurs médias font état d'au moins 7 morts et de plusieurs blessés graves. Die Polizeibeamten, die dort reingegangen sind, haben dann auch Personen aufgefunden, die möglicherweise durch Schusswaffe schwer verletzt und teilweise auch tödlich verletzt worden sind. Die Beamten haben selber auch noch einen Schuss gehört aus dem oberen Teil des Objektes, sind nach oben gegangen, auch noch dort eine Person aufgefunden. La police a déclaré que le contexte et le motif potentiel de la fusillade n'étaient pas clairs. Le tireur aurait été retrouvé mort dans le bâtiment et aucun autre suspect n'aurait pris la fuite. Une tragédie qui réveille des souvenirs douloureux pour la société allemande. En 2019 et 2020, plusieurs fusillades ont fait une douzaine de morts dans les villes de Hanau et de Halle. Et on termine avec cette actualité récréative au Cameroun pour la Journée internationale de la femme. Le ministère camerounais de la Défense a organisé pour l'édition 2023 le challenge sportif et culturel regroupant des femmes de différentes corporations. C'est un reportage signé Africa 24. En marge de la 38e édition de la Journée internationale de la femme, le ministère de la Défense du Cameroun a organisé au stade militaire de Yaoundé la première édition du challenge sportif et culturel des Amazones. En plus des dames du ministère de la Défense, cet événement qui s'est tenu le 6 mars 2023 a réuni femmes de médias et actrices du secteur social. L'objectif étant de renforcer les liens entre les différents corps de métier. La célébration de cette journée, nous la devons au ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, qui a voulu par là regrouper les femmes, rapprocher les femmes
des autres administrations au MINDEF. C'est pour créer les liens d'amitié, de solidarité, pour qu'ensemble nous puissions célébrer la femme et puis voir aussi certaines incompréhensions qui existent quelquefois entre les administrations. Marche sportive, tir au but, course de sac, course de relais, lancer de ballons sont quelques activités qui ont meublé cette première édition du challenge sportif et culturel des Amazones. Plusieurs distinctions ont été remises aux participantes, notamment le prix du fair play accordé à la société de presse et d'édition du Cameroun Sopecam et celui de la meilleure équipe octroyé au ministère de la Défense. La journée a été belle, c'est la première édition. Nous comptons renouveler cette célébration l'année prochaine, bien entendu en améliorant peut-être avec d'autres activités et puis voir ce qui n'a pas marché. Placé sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme est un rappel à une meilleure implication des femmes dans le processus de développement socio-économique. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et surtout restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.